Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le débrief. Ce jeudi 31 octobre, quelques heures avant l'expiration du mandat de la MINURSO, le Conseil de sécurité des Nations Unies a acté le renouvellement pour un an du mandat de la mission. 12 pays ont voté pour cette résolution 2756, 2 se sont abstenus, la Russie et le Mozambique, et l'Algérie n'a tout simplement pas voté. Son représentant permanent a présenté 2 amendements au texte soumis au vote juste avant ce vote, et face au refus du Conseil de sécurité de les retenir, il a préféré quitter la salle. Commentaire de l'ONU sur son site, l'Algérie, fait exceptionnel, n'a pas participé au vote après que la majorité des membres du Conseil se soit abstenus sur 2 projets d'amendement qu'elle avait proposés. Il est assez intéressant de relever ce commentaire qui appuie l'autre constat fait par notre diplomatie sur l'isolement international de l'Algérie et sur la question du Sahara marocain. Les amendements proposés par Alger que le représentant du pays voisin a essayé de faire passer en force, les inscrivant en bleu selon la terminologie onusienne, concernent les droits de l'homme au Sahara marocain. Refus net et catégorique du Conseil de sécurité. Cependant, le Conseil a ajouté 2 éléments importants au texte de l'année dernière. Le Conseil s'est félicité du momentum, je vais y arriver, récent, et a demandé instamment à ce que l'on construise autour, d'une part, et d'autre part, le Conseil appelle les autres parties à éviter des actes qui pourraient compromettre le processus politique en référence à la nécessité du cessez-le-feu, condition marocaine également. Les États-Unis, porte-plume du projet, se sont en revanche inquiétés du sort des droits humains à Tindouf et la France a réitéré son soutien à la marocanité des provinces sahariennes, rappelé également le large et croissant consensus autour de la proposition marocaine et exhorté le Conseil à avancer. Nous discuterons donc lors de cette émission de cette nouvelle résolution avec Ali Harichi. Bonsoir et merci d'avoir accepté d'être avec nous. Vous êtes doyen de l'Institut de sciences politiques à l'Université Mondiapolis. Marhaba. Merci, c'est Bousta. Merci, marhaba bik. Zakaria Boudahab, bonsoir. Merci aussi à vous d'être avec nous. Vous êtes enseignant de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Alors, je commence par vous, Ali. Votre impression générale sur le texte de la résolution? Aujourd'hui encore, c'est une victoire assez claire, assez limpide de la diplomatie marocaine et du Royaume du Maroc au sein de des institutions au niveau des Nations Unies, c'est-à-dire le Conseil de sécurité. Après les résolutions passées de 2021, 2022, 2023, voilà encore la résolution 2756 qui vient encore consolider, je dirais, la véracité et la légitimité de la question marocaine et de la proposition marocaine de l'autonomie dans le cadre de l'intégrité territoriale et de la souveraineté marocaine. Donc, encore une fois, c'est un triomphe de la diplomatie marocaine. Et ce qui est encore plus intéressant à noter, c'est que le Conseil de sécurité, l'un de ses membres aujourd'hui, c'est l'Algérie. Et malgré la présence de l'Algérie et toutes les manœuvres qu'il a essayé de faire, le Maroc est sorti triomphant. Pourquoi? Parce que sa question, elle est légitime, elle est juridiquement véridique, et tout cela concourt à, comme vous l'avez dit, avec une dynamique internationale qui s'inscrit dans la position marocaine, qui est la position, comme je dis, légitime, juridiquement et historiquement. Zakaria Boudahab. Alors, la résolution du 31 octobre 2024, 2756, s'inscrit dans la dynamique impulsée depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, notamment par la résolution 1754, puisqu'elle reprend pratiquement les termes essentiels, j'allais dire, du CPS, cahier des procédures spéciales, dans le sens où, déjà, il y a la prééminence du plan marocain d'autonomie qui est rappelé, ressassé, et deuxièmement, la nécessité de parvenir à un accord politique, une solution politique mutuellement acceptable, fondée sur le compromis, la conciliation. Mais en même temps, il y a des évolutions certes qualitatives sur le plan, sur le terrain, compte tenu de la situation en tant que telle, notamment la rupture du cessez-le-feu par les milices polysariennes soutenues par l'Algérie. Mais il y a toujours cette invitation à faire montre de réalisme, d'esprit de compromis, de pragmatisme, de bonne foi. Et cela, normalement, on le retrouve dans la démarche marocaine, puisque le Maroc soutient toujours les tables rondes
depuis leur lancement en décembre 2018 par Heinz Korler, quand il était envoyé personnel, et mars 2019. Il est toujours à l'écoute des propositions, je dirais sages, des membres du Conseil de sécurité, surtout les membres permanents, bien entendu. Le plus important, à mon avis, l'essentiel, c'est la prorogation du mandat de la MINURSO. Là, c'est un gain, c'est essentiel, pour stabiliser la situation. Mais je crois que le manche le plus important va se faire à partir de 2025, compte tenu des évolutions constatées ça et là. Évidemment, il y a toujours des, comment dirais-je, des aspects droits de l'homme, etc. Mais les membres du Conseil de sécurité félicitent le Maroc et encouragent toutes les mesures qui ont été prises sur le terrain par rapport à la protection des droits de l'homme et en même temps tout ce qui est facilitation de la mission de la MINURSO sur le plan de l'observation cessez-le-feu, mais également des patrouilles ainsi que d'autres activités, par exemple le déminage, etc., etc. Nous reviendrons au débat, bien entendu, aux tentatives vaines de la part, hélas, du représentant permanent de l'Algérie pour introduire un mécanisme d'observation des droits de l'homme. Là, c'est une question qui est totalement surannée et hors sujet, dans le sens où, pratiquement, elle est écartée depuis 2013. Et les membres depuis 2013, où régulièrement les résolutions du Conseil de sécurité se félicitent commission régionale. Pour la commission régionale du CNDH, à Dakhla et à Lille. Tout à fait. Donc, on peut dire que, grosso modo, pour nous, ça nous donne un peu plus de temps pour réfléchir à la suite de cette résolution, 56, pardon, 56, oui. exactement, et finalement peut-être aussi pousser d'autres membres permanents du Conseil de sécurité, en particulier le Royaume-Uni, à faire œuvre d'imagination, prendre le train en marche et pousser encore les lignes pour parvenir, cette fois-ci, à placer le plan marocain d'autonomie au cœur, je dirais, du dispositif. Donc on laissera peut-être un peu de temps et d'appétit pour le débat qui suit. Ça viendra. Alors, est-ce qu'il y a eu des nouveautés? Est-ce qu'il y a eu des ajouts? Est-ce qu'il y a eu dans cette résolution? Bon, d'abord, comme a dit mon cher collègue Zakaria, la résolution la plus importante, c'est la prorogation donc, du mandat de la MINURSO pour une année. En fait, ça, vous avez dit tous les deux que c'est le plus important, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Est-ce qu'on renouvelle ou on ne renouvelle pas? C'est fait, sachant que la résolution devait être votée donc le 30, mais ça a été décalé d'une journée. Maintenant, il y a eu certainement des choses qui ont été Bien dites sûr. en plus. La première chose, c'est que la résolution, elle parle déjà dès le début d'un point important, c'est-à-dire qu'elle parle de tout ce qui est arrivé depuis 2007, depuis la proposition du plan d'autonomie par le Maroc le 11 avril 2007. Donc ça, c'est très important d'un point de vue, si vous voulez, historique et juridique. La deuxième, et puisque toutes les résolutions ont été en faveur du Maroc. La deuxième chose la plus importante, c'est que la résolution, elle fait un rappel au Polisario pour les actes criminels qui se passent au niveau du côté de l'Est du mur de défense marocaine. Donc ça, il le souligne très bien au niveau de la résolution. La deuxième des choses, elle appelle aussi le Polisario à permettre le recensement au niveau de camp de Tindouf, parce que c'est très important, parce qu'ils peuvent prétendre qu'ils sont avoir un nombre de personnes et le recensement n'est pas fait. Donc c'est parmi les choses qui sont appelées au niveau de la résolution. La troisième chose, c'est par rapport aux droits de l'homme, mais cette fois-ci, ce n'est pas au Maroc, dans les provinces sud, c'est par rapport à ce qui se passe à Tindouf. Donc ça, c'est très important. Les choses les plus importantes qu'on peut retenir, c'est que cette résolution, comme vous l'avez bien signalé, les Algériens ont essayé de freiner l'élan de la résolution avant son vote. Et là, il y a eu des manœuvres par l'Algérie. Alors, on va revenir, si vous voulez bien, Ali Halaji, sur le cas algérien. On va rester déjà sur ce qui a été ajouté, parce que c'est important, Zakaria Boutahawi. Oui, d'accord. C'est juste la troisième chose la plus importante, c'est que l'Algérie, elle est citée 5 fois dans la résolution, et malgré les amendements qu'elle voulait faire passer pour ne pas faire partie, ou un État partie de ce conflit, ou de ce différend, il a été
appeler aussi une autre fois aux tables rondes et que c'est un État parti. Ça, c'est très important. C'est ce que l'Algérie ne veut pas. À chaque fois, il dit « moi, je ne suis qu'un observateur ». Et ça, c'est très important. Encore une fois, dans cette résolution, comme dans les résolutions précédentes, mais c'est arrivé après les amendements que l'Algérie a essayé de faire passer pour ne pas être considéré comme un État parti de ce différend qui est fallacieux, qui est hérité, que nous le savons tous, de la guerre froide, et que le temps est passé aujourd'hui à une nouvelle étape, qui est l'étape de la dynamique internationale, d'un Sahara, voilà une étape décisive, d'un Sahara marocain dans le présent, dans l'avenir, ad vitam aeternam. Reconnu ainsi par l'ensemble de la communauté internationale. À vous, Zakaria Boudaïeb, qu'est-ce qu'il y a comme ajout? Alors, moi, j'ai relevé, je continue, je complète ce que disait mon cher collègue, professeur Ali, c'est qu'il y a une nouveauté remarquable. Alors, vous savez, dans les textes, le préambule fait partie de l'ensemble, c'est-à-dire une démarche dite intertextuelle nous emmènerait, en termes d'interprétation, à considérer qu'il y a un tout. C'est une lecture un peu systémique, holiste. Vous avez, par exemple, alors vous prenez la résolution, le texte, alors vous comptez 1, 2, 3, 4e paragraphe du préambule, la dernière phrase, elle est extrêmement intéressante et n'a jamais été incluse dans les résolutions précédentes, si ma mémoire du moins est bonne, se félicitant de la dynamique récemment créée et demandant instamment qu'elle soit mise à profit. C'est-à-dire que les membres du Conseil de sécurité se félicitent. Cela dit, alors la dynamique créée, évidemment, elle est toujours positive. La dynamique n'est jamais. Et on ne félicite pas sur quelque chose qui est négatif. Bien entendu. Elle demande instamment qu'elle soit mise à profit. Pour nous, premièrement, tout ce qui est ouverture de consulats, etc., toutes les démarches faites par des États qui finalement se sont résignés à la réalité. Vous prenez l'Union européenne, il y a 20 pays pratiquement, sur 27. Dernière en date, je pense que c'était l'Estonie récemment, qui a quand même pris position par rapport au plan marocain d'autonomie. Je reconnais la le Danemark, la validité les autres, la Finlande. Deuxième dynamique, elle est aussi africaine. Dernière en date, le Tchad. Ce n'est pas rien. Bien sûr. Dernière dynamique aussi importante, la position française comme membre permanent au Conseil de sécurité. Cela me semble-t-il, pourquoi me semble-t-il important? Pourquoi? Parce que les membres du Conseil de sécurité, eh bien, disent qu'il faut qu'elle soit mise à profit. Et c'est cela, il me semble, l'enjeu aujourd'hui, la raison pour laquelle, en termes de préconisation, on pense que peut-être l'année 2025 puisse enregistrer un moment d'inflexion, on va dire, et un moment de consolidation de la position marocaine constante, dans le sens où, évidemment, nous considérons le conflit comme étant un conflit de nature politique. Le Conseil de sécurité invite les membres à parvenir à une solution politique. Et là, ça vient juste après le paragraphe que je viens de citer, la phrase, c'est que tout le monde est invité, y compris l'Algérie, y compris la Mauritanie, qui reste quand même dans une neutralité de toutes les manières, c'est clair, à œuvrer pour parvenir à une solution politique. Si on ouvre n'importe quel dictionnaire spécialisé, quand on parle d'une solution politique, c'est une solution qui ne pourrait être aboutie que grâce à une approche négociatoire. Le Maroc a rétrocédé Tarfa Yassidi et Ifni respectivement 58-69, grâce à une négociation qui fait partie des modes pacifiques de règlement des différends. Et c'est là, en réalité, le fondement même de l'action du Conseil de sécurité, parce qu'il intervient ici, en la matière, par rapport au chapitre 6, libellé règlement pacifique des différends. On rappelle aussi, là ce n'est pas une originalité, mais évidemment c'est une critique adressée, un peu feutrée, à l'Algérie. Il faut œuvrer à la construction maghrébine, ce grand Maghreb tant charrié, tant souhaité, et par extension, ça permettrait aussi de gérer des problématiques complexes de sécurité au Sahel. Et ainsi de suite. Vous savez, le préambule, parce que derrière les textes, les phrases, il y a les rapports de force, les tractations, les négociations, il y a eu pas mal de... Mais il semble aujourd'hui que géopolitiquement, politiquement, diplomatiquement, évidemment, l'avantage est du côté du Maroc, c'est certain. Et que, hélas, le représentant algérien, vainement, il faut le dire, avait tenté de court-circuiter, de ralentir, d'annihiler ou de neutraliser, mais il est dépassé par cette force internationale aujourd'hui qui considère que le statu quo est inadmissible et que ce conflit, tout simplement, doit être réglé. Le maintien du statu quo est inadmissible, inacceptable. La MINURSO est là
ce sont des budgets qui sont mobilisés, mais on ne va pas, comme disait Ali, ad vitam aeternam, rester enfermé dans des logiques surannées. Ce qui fait, à notre sens, véritablement, cette résolution est un avantage très important pour le Maroc et on pourrait en tirer énormément d'éléments qu'on pourrait mobiliser dans l'action diplomatico-stratégique en 2025. Il y a aussi une partie où le Conseil appelle les autres parties à éviter les actes qui pourraient compromettre le processus politique dont vous parliez. Alors, je reviens à vous, Ali El-Harichi. Donc, l'Algérie n'a pas pris au vote, vous en parlez, je vous avais promis que vous allez en parler plus tard. Eh bien, l'heure est venue. Elle a eu des tentatives échouées d'obstruction. Son représentant s'en est pris à son homologue américain en disant que le pen holder, c'est-à-dire le porte-plume, n'a pas pris en considération ce que moi j'ai demandé. Et donc, ils n'ont pas voté. Le délégué algérien a quitté la salle. Enfin, il n'était pas là. Ça a créé une incompréhension, un imbroglio, quelques sourires, etc. Alors, explication de M. Omar Hillel, le représentant permanent du Maroc, qui explique que dans la tradition onusienne, quand un membre du Conseil de sécurité ne vote pas, ne participe pas au vote, c'est parce qu'il considère qu'il est partie prenante dans l'affaire qui va être votée, et que donc il se retire. Voilà, j'arrête là, je vous laisse commenter tout ça. Déjà, voilà, donc le représentant donc, de l'Algérie au niveau du Conseil de sécurité, il a essayé d'introduire deux amendements. Un amendement qui est relatif aux droits de l'homme au niveau de province sud, donc du Sahara marocain, et un autre amendement qui est en relation avec que l'Algérie ne soit pas, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, ne fait pas partie de ce conflit. Il est plus observateur, ce n'est pas un État parti. Comme vous avez dit, il y a la Mauritanie, et, avec sa neutralité, mais c'est un État voisin, donc elle est appelée aux tables rondes, comme cela s'est passé en 2018 et en 2019. Donc ces deux amendements, il y a un article, c'est l'article 33 du Conseil de sécurité, en fait du règlement provisoire du Conseil de sécurité, qui permet à un État d'introduire des amendements avant le vote. Et ils doivent être, c'est-à-dire votés avant le vote de la résolution. C'est ce qui a rallongé, si vous voulez, un peu le temps de la décision. Mais il faut que ce soit négocié, accepté par le porte-plume et par les autres. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec exactement. C'est négociatoire. Maintenant, il les a introduits. C'est un droit et il passe avant le vote. Donc, une fois qu'il y a eu le vote, on a vu que ces amendements d'abord ont été même rejetés par la Russie, et puis on a vu que ces amendements ont été rejetés par les membres du Conseil de sécurité. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, maintenant, même que l'Algérie fasse ou soit fait partie du Conseil de sécurité, des membres du Conseil de sécurité, il n'est pas arrivé à convaincre les membres avec lesquels ils ont des réunions sur d'autres problématiques ou d'autres différends en dehors de celui du Sahara marocain. Donc voilà, cet amendement ne passe pas, il y a eu des abstentions, donc il y a eu plus d'abstentions que de personnes qui ont adhéré au vote, que ce soit pour le premier amendement ou pour le deuxième, donc ces deux amendements n'ont pas passé. Et c'est pour cela que on a vu le représentant de l'Algérie après le vote sur les amendements qui s'énervait, qui a commencé à rouspéter, à dire... Et ça démontre, quand on parle de la victoire de la diplomatie, au niveau du Conseil de sécurité, comme a dit mon ami Zakaria, c'est la résolution des conflits avec la diplomatie. On n'est pas dans la sérénité. Et dans la sérénité. Et on a vu que le représentant de l'Algérie, il a perdu, c'est-à-dire ce sens de la sérénité, de la diplomatie, parce qu'il n'est même pas parvenu à faire passer des amendements. Maintenant, cela démontre quoi? C'est que les membres du Conseil de sécurité, les États qui constituent le Conseil de sécurité, aujourd'hui, ils savent que la question du Sahara est une question qui a été inventée, qui est un héritage, un legs de la guerre froide, et qu'on ne peut plus garder le statu quo. Parce qu'il y a d'abord la région, et on sait on parle aussi du terrorisme, du séparatisme, des groupes séparatistes. Il y a le terrorisme. En relation avec le terrorisme. Il y a le problème du Sahel. Donc, ils veulent que ce statu quo ne reste plus et que la résolution, c'est-à-dire qu'il y ait une résolution politique, pragmatique, pour la résolution de ce différend qui a été créé de toutes parts pendant une certaine période. Donc, on peut dire que voilà, le représentant n'a pas réussi à faire passer ce qu'il
croyait pouvoir faire passer en étant membre du Conseil de sécurité depuis une année. Il y a autre chose. L'année dernière, l'Algérie, si vous permettez, n'a pas trop critiqué la résolution 2703 parce qu'il allait entrer au Conseil de sécurité. Il ne voulait pas avoir des oppositions avec les membres du Conseil de sécurité. Il disait, bah, dès que j'arrive... Vous allez voir ce que vous allez voir une fois qu'on arrive. Dès que j'arrive, on va montrer notre force. Mais c'est terminé. La diplomatie algérienne d'il y a 30 ans, 40 ans, c'est plus la diplomatie d'aujourd'hui. La diplomatie marocaine, elle est sortie triomphante, vraiment, au niveau avec cette résolution. Alors, Zakaria Boudab, c'est exactement ça sur quoi je voulais vous faire réagir. Quand on veut changer quelque chose, ou introduire des amendements en bleu selon leur terminologie, article 33, vous avez cité, ça fait l'objet de tractations, de négociations en coulisses, a priori, antérieurement. On ne s'énerve pas quand ça passe pas parce qu'on peut s'attendre à ce que ça ne se passe pas si on vient les déclarer comme ça. Maintenant, ça fait donc un peu moins d'un an que l'Algérie est membre du Conseil de sécurité. Avant d'être membre du Conseil de sécurité, elle savait qu'elle allait être, bien entendu, parce que l'élection se passe quelques mois avant, et promettait nous allons faire, nous allons faire, nous allons faire. Nous avons vu, nous avons suivi, nous avons commenté ça pendant un an. Les délégués algériens ne parlaient pas de grand-chose, sauf quand il s'agissait de l'affaire nationale marocaine, c'est-à-dire l'affaire de notre intégrité territoriale. Et maintenant, nous sommes donc, on a passé le 31 octobre, ils en sont où? Où en est l'Algérie dans ce Conseil de sécurité? Proposition déjà faite pour consacrer peut-être, cette fois-ci c'est table ronde sur le bilan de l'action algérienne au sein du Conseil de sécurité. Malheureusement, on fait un peu le bilan. Les Algériens vont le faire aussi, mais de notre point de vue, on aimerait bien, par exemple, voir l'Algérie proposer des actions internationales pour éradiquer la pauvreté, pour s'adosser aux objectifs de développement durable. On aimerait bien voir le représentant algérien contribuer à réaliser l'objectif 2, à savoir lutter contre la famine, la malnutrition, la sous-alimentation. On aimerait bien voir l'Algérie proposer des actions pour concilier l'usage de l'intelligence artificielle avec la protection de l'environnement, le changement climatique, l'effectivité des droits économiques, socio-culturels, alors qu'il y a des opposants, il y a des enlèvements, etc. C'est une affaire algérienne, d'accord. Mais ce qui est nuisible dans l'action algérienne, ce que j'ai remarqué, au sein du Conseil de sécurité, parce qu'elle a introduit, elle veut introduire, donc le représentant, je parle du représentant, évidemment, il n'applique que les instructions de l'État en tant que tel. C'est la question du droit international humanitaire. C'est le droit de l'homme, droit international humanitaire. Pourquoi le droit international humanitaire? C'est pernicieux. Parce qu'on voudrait tout simplement dire que le Maroc est un État occupant, etc., et que deuxièmement, il y a une population à protéger, qu'il y a troisièmement une possibilité d'activer ce que nous appelons la responsabilité de protéger, etc. C'est en fait une sorte de logiciel qui est connu, on le sait très très bien, et se met la confusion dans l'esprit des uns et des autres, et pour, encore une fois, chercher une sorte de tutelle à laquelle serait soumis le territoire du Sahara marocain. Et les Marocains ne sont pas dupes diplomatiquement, parce qu'on sait très bien ce genre de manœuvre. Pourquoi? Parce que dans la réalité, ce qui intéresse l'Algérie, ce n'est pas la question de la protection des droits de l'homme. Loin s'en faut. Et on pourrait vérifier aujourd'hui quelles sont les conventions internationales ratifiées effectivement par l'Algérie et mises en œuvre. Et on aimerait bien voir l'Algérie appréciée par Human Rights Watch, par Amnesty International, alors que le Maroc préside, regardez, le Conseil des droits de l'homme quand même. Ce n'est pas rien. OK. Deuxième chose, ce n'est pas une originalité algérienne en réalité. Avant elle, il y avait déjà le Parlement européen, c'est en 2007-2008, à travers la Commission des Affaires étrangères, qui avait voulu aussi instaurer une sorte de mécanisme qu'on appelle le monitoring sur les droits de l'homme. Et évidemment, le Maroc a refusé, et cela avait poussé encore à accélérer l'ancrage droit d'homiste du Maroc, y compris en ce qui concerne les provinces du Sud, et c'était à la suite des événements de Gdemizik et de cette fameuse affaire dite de Aminatou Haïdar, et jusqu'à aujourd'hui, alhamdoulilah, avec aussi l'adhésion du Maroc aux procédures spéciales des droits de l'homme, avec aussi son ouverture à toutes les observations, évidemment quand elles sont fondées. L'Algérie également a soulevé la question du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, les visites, empêchements, etc. Le Maroc a toujours été ouvert à ce genre de procédure. Il n'a de leçons à recevoir de personne, ce qui fait que, moi je me demande franchement,
quel est le bien fondé de l'action algérienne aujourd'hui, la ratio legis, si vous voulez, au sein de ce Conseil de sécurité. Est-ce qu'on ne va utiliser ce canal que pour chercher à déstabiliser le Maroc, à sabrer son intégrité territoriale? C'est cela l'objectif, c'est cela la paix, la sécurité mondiale. Finalement, il semblerait que ce soit retourné contre les délégués algériens, enfin le représentant algérien, parce qu'il n'a pas été suivi par les autres. Je crois que l'Algérie a raté une occasion historique. Elle aurait pu prendre le train en marche et dire, au final, l'intégrité territoriale du Maroc, d'ailleurs, qui est même reconnue par tous les États arabes au sein de la Ligue, à part peut-être la Syrie à un moment donné, d'accord, on sait très bien cela, mais elle va dire, tiens, maintenant, nous, la classe politique au pouvoir, nous n'avons pas contribué à créer ce problème factice en 1975. Allons-y, dépassons cela et allons réaliser les objectifs de paix et de sécurité. Donc, on voit très bien, vous voyez, nous sommes un peu dans la science-fiction. Donc, on va rester sur le Conseil de sécurité, mais on va passer peut-être à des choses un peu plus sérieuses. Donc, l'allocution de l'ambassadeur de France. Alors, l'ambassadeur, donc, monsieur de Rivière, a rappelé donc la position de principe de son pays, c'est-à-dire que le présent et l'avenir des provinces sahariennes sont inscrits sous souveraineté marocaine, que le plan d'autonomie marocain est la seule base sur laquelle ça sera réglé. Et puis, dans sa prise de parole, il a commencé à mettre en œuvre l'engagement de Paris sur la question, l'engagement de Paris de la France qui a été encore réitéré par le président Macron la semaine dernière, cette semaine au Maroc, accompagner le Maroc dans les instances internationales. Est-ce qu'on peut considérer, et on le voit ici à l'écran, est-ce qu'on peut considérer que ça a commencé, que la France commence à accompagner effectivement de manière efficace et de manière lourde dans le premier sens du terme, l'argumentaire du Maroc pour son intégrité territoriale? Tout à fait. D'abord, on peut dire que ça a commencé d'abord par la lettre adressée par le président de la République française à Sa Majesté le roi Mohamed VI, le 30 juillet, à l'occasion de la cérémonie de la fête du trône, du 25e anniversaire de la fête du trône. Après cette reconnaissance, quand M. Macron est arrivé et devant le Parlement marocain, il a réaffirmé, il a réitéré donc, le soutien de la France et l'engagement de la France pour la question du Sahara, dans le présent et l'avenir sont marocains. Et on va dire l'action a rejoint la parole. On a vu déjà sur le quai, c'est-à-dire dans la plateforme, le site du Quai d'Orsay, l'intégrité. L'intégralité de la carte marocaine, l'intégrité territoriale de la carte. Et ça a été annoncé par le ministre des Affaires étrangères. Par le ministre des Affaires étrangères. Et il y avait déjà aussi donc l'ouverture, déjà, ils ont annoncé par M. Macron devant la communauté française l'ouverture des alliances françaises et le fait de passer le brevet et le bac au niveau des provinces de la province de Dakhla, c'est-à-dire pour ceux qui font l'enseignement c'est-à-dire français. Donc tout ça, ce sont des actions de reconnaissance. Maintenant, au niveau du Conseil de sécurité, la parole du représentant de la France, elle est encore ce qu'a dit, c'est-à-dire confirme ce qu'a dit le président, c'est-à-dire l'engagement de la France, c'est-à-dire diplomatique de la France, que ce soit au niveau des institutions internationales, régionales ou autres. Maintenant, on va voir aussi la France au niveau de l'Union européenne, au niveau des institutions européennes, ou bien au niveau du G7, ou bien au niveau du G20. Donc, la France il a fait rejoindre l'action à la parole, il les a conjugués et effectivement, c'est un engagement diplomatique qui est très important. C'est un membre permanent du Conseil de sécurité, c'est un membre très important au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire la France, l'Allemagne et certains pays sont très importants. Donc tout cela fait qu'aujourd'hui, la parole que nous avons vue, c'est-à-dire du représentant de la France, elle vient à point nommé, et il confirme tout ce qui a été dit et que l'engagement et cette dynamique ne fait que commencer. Parce que je pense qu'il y aura d'autres pays très importants qui vont se joindre, bien sûr, à la France, l'Espagne, l'Allemagne, Pays-Bas, les États-Unis. Donc cette dynamique, elle est là. Et tant mieux pour... Des dominos positifs, peut-être. Des dominos, en général, c'est négatif, mais là, c'est positif. Alors, Ali Al-Harichi parlait pas uniquement de l'ONU, mais il y a aussi
l'Union européenne, il y a aussi le G7, il y a aussi l'OTAN. Le G7, oui. Qui sont des organismes extrêmement importants. Et nous avons, à l'exception de l'Union européenne, 2 membres importants qui soutiennent clairement la marocanité des provinces sahariennes, France et États-Unis. Qu'est-ce que vous pourriez attendre de plus de la position française, par exemple, dans ces aréopages, par exemple l'Union européenne? Au niveau de l'Union européenne, par exemple. Alors, c'est vrai que l'Union européenne, objet politique non identifié, comme disait, je pense, Dobré à un moment donné, mais c'est une organisation hybride. Parce que c'est cela, en fait, la complexité, parce qu'on sait très bien que, il y a une sorte de répartition de compétences et de tâches, mais l'essentiel, c'est que ce que j'ai remarqué, à la suite de l'adoption de cette fameuse décision de la Cour de justice le 4 octobre, que l'ensemble des États européens, la plupart d'ailleurs, ont dit nous avons pris note. Nous avons pris note. Nous n'avons pas pris acte. Et cela a un sens. Et que deuxièmement, il y a des choses qui vont se faire après. Maintenant, pour chercher des techniques permettant d'administrer les accords, parce que l'Union européenne ne compte pas les abandonner, les accords commerciaux avec le Maroc. On sait très bien qu'il y a la politique commerciale commune, je le sais. Maintenant, comment, non pas contourner, mais comment permettre précisément la continuation de ces accords? La France pourrait œuvrer avec d'autres groupes, l'Allemagne par exemple, l'Italie, l'Espagne, etc., à chercher des adaptations pour permettre encore une fois, non pas la neutralisation en tant que telle, j'essaie de faire très attention à des questions très sensibles de droit international et de droit européen, mais on va dire à des flexibilités transitoires qui permettraient par la suite de passer à autre chose. Ça, c'est le premier point. Donc c'est un plaidoyer qu'elle pourrait faire au niveau de l'Union européenne. Au niveau du Conseil de l'Europe aussi, il ne faut pas l'oublier. Et cette fois-ci, on se retrouve avec d'autres États qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Il y a également une autre organisation qui n'est pas très connue, bien connue, s'appelle l'OSCE, l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe, acte d'Helsinki 75 jusqu'à aujourd'hui. Elle œuvre, elle aussi, dans des actions qui peuvent concerner d'une manière ou d'une autre notre chère intégrité territoriale. L'OTAN, nous sommes partenaires depuis 1994, le processus d'Istanbul. Nous sommes donc partenaires de ce processus méditerranéen, c'est un dialogue. Et l'OTAN s'intéresse aussi à des actions, non pas seulement en termes de lutte contre les menaces traditionnelles, mais aujourd'hui, les menaces non conventionnelles. Quand je vois aujourd'hui que le Conseil de sécurité pousse les membres à s'intégrer, à lutter contre les fléaux provenance du Sahel, voilà les recoupements, les intersections. Mais je pense que la plus grosse partie aujourd'hui devrait se faire au niveau du Conseil de sécurité. Là, il faut d'abord se poser la question sur les prochains membres du Conseil de sécurité, non permanents évidemment. À partir de janvier 2025, les configurations, les alliances possibles, etc. Deuxièmement, il faut rallier aussi d'autres membres permanents à une proposition à laquelle la France, certainement, va contribuer activement en étroite concertation avec le Maroc. Nous verrons la suite des élections américaines le 5 novembre. Est-ce que Donald Trump va revenir aux affaires? Est-ce Kamala Harris? Comment faire? Quel mode opératoire? Pour finalement après, je le crois, c'est la raison pour laquelle j'ai dit probablement, ce n'est pas de la magie, mais c'est de l'anticipation compte tenu de la tendance actuelle à l'œuvre, qu'on voit très bien que l'ONU voudrait véritablement régler à jamais ce problème. 2025, c'est 50 ans. Dans la vie d'un conflit, c'est inadmissible. Il y a un conflit artificiel. En plus. Donc, aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un gain considérable à voir la France. Et on peut citer d'autres organismes internationaux, l'Organisation internationale de la francophonie. On pourrait, par exemple, voir des formats comme le G20. On pourrait voir d'autres... Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, on revient à notre représentant permanent avec vous, Ali Harichi, et avec vous aussi, après, Zakaria Abou-Dahab, Omar Hilal. Et il a été interrogé sur le rapport de l'envoyé personnel du secrétaire général, donc M. Stéphane de Mistura, qui a rappelé l'ancienne proposition algérienne de partition du Sahara marocain, qui avait été catégoriquement et définitivement rejetée par le Maroc. Et Omar Hilal a relevé l'atonie du Conseil de sécurité quand ça a été dit. Cela étant, M. de Mistura a également affirmé que le moment est venu pour moi et pour tous les interlocuteurs d'explorer les modalités que le Maroc envisage concrètement, tout en se donnant 6 mois pour avancer. Ce rapport a été présenté devant le Conseil de sécurité une quinzaine de jours avant le vote de la résolution. Comment on peut le lire? J'aimerais avoir votre avis, à vous aussi, Zakaria. Oui, bien sûr. Déjà, ce rapport, comme vous l'avez bien rappelé,
il y avait une proposition, comme même l'a rappelé mon collègue Sissakari tout à l'heure, de Becker. Donc c'était le plan Becker 2 qui avait eu cette idée d'autodétermination, 5 ans, d'autonomie, au bout de 5 ans, un vote. Donc c'était un ancien plan qui a été rejeté par le Maroc. Et puis, il y a un processus. Déjà, la résolution, elle est claire. On parle de 2007, à partir de 2007. Donc, tout ce qui vient, même c'est-à-dire les anciens rapports, on ne peut pas aller chercher dans les anciens rapports et donner une version, c'est-à-dire, comme vous dites, surannée, ou bien, je dirais, ruminée, pour donner une nouvelle version de la partition, parce qu'il parle de la partition. Ben, le Maroc... donc, la résolution ne prend pas acte. Ne prend pas acte du rapport de... Ben, sinon, ce n'est pas cité dans la résolution, donc 2756. Après, il dit, je vous donne 6 mois. Bon, 6 mois aussi, c'est aussi pour avoir des tables rondes. Parce qu'on parle des tables rondes au mois d'avril. On va voir, est-ce que l'Algérie va venir pour négocier. Ça, c'est 6 mois, parce qu'il dit, si je n'arrive pas à 6 mois, je pars. Après, il est là depuis 3 ans. Donc, pour le Maroc, c'est clair. Il y a un projet proposé. C'est une solution politique, pragmatique. Maintenant, la communauté internationale adhère à la version marocaine, à la solution marocaine, qui est, non pas une version, mais qui est la véracité et la légitimité de cette région-là. Et je pense que le Conseil de sécurité ne va pas, à chaque fois, comme a dit mon cher Zakaria, après 50 ans, un conflit factice qui est ruminé à chaque fois. Maintenant, il faut trouver une solution parce qu'il y a des problèmes régionaux. Il y a le problème du Sahel. Quand on parle du problème du Sahel, il y a le problème du terrorisme. Et ça ne touche pas que cette région, ça touche tout l'environnement méditerranéen. Donc, aujourd'hui, je pense que la solution, avec la dynamique internationale, est arrivée à point. Et dans cette année, peut-être, l'année prochaine, peut-être que l'Algérie va comprendre qu'elle a plus intérêt de revenir à un Maghreb uni, où on perd chaque pays 2 points de croissance à cause de ce faux ou de ce faux différent ou de ce différent factice. On est en train de perdre et j'espère que les choses seront encore mieux l'année prochaine. De toute façon, le Maroc est dans cette terre et il y restera. Et je leur dirai encore ad vitam aeternam. De toutes les manières. Alors, Zakaria Abou Taheb, le représentant français à l'ONU, dans son explication de vote, a mentionné le fait que la proposition marocaine, le plan d'autonomie, bénéficie d'une adhésion de plus en plus large. Le Conseil de sécurité appelle les autres parties à éviter les actes qui pourraient compromettre le processus politique. Stéphane de Mistura parle de la nécessité d'explorer les modalités que le Maroc envisage concrètement. On s'achemine peut-être, dans le cadre de ces 6 mois, on s'achemine peut-être vers quelque chose. Le statu quo sans maintien est inadmissible parce que finalement c'est une perte de temps, d'énergie, etc. Deuxième point, il faut réellement réactiver les tables rondes parce que c'est un peu le format le plus adéquat pour d'abord rentrer dans la substance en termes de pourparlers, pour ne pas dire négociation. Bon, Polisario s'accroche à une position classique 2007 qu'il a faite le 10 avril d'ailleurs, poussé par l'Algérie. Quand on ouvre le texte, il n'y a rien. Appliquer le référendum pour aboutir à l'indépendance. Pour eux, c'est l'indépendance totale. OK. Alors que le Maroc, sa proposition, c'est une proposition qui est élastique. Elle est constituée de beaucoup de paramètres, beaucoup d'éléments, beaucoup d'aspects. Et là, on pourrait précisément, pour chaque aspect, discuter du fond. Par exemple, la question du rapatriement des populations, de leur insertion socio-économique, la question, par exemple, de l'amnistie, la question du gouvernement, la composition du Parlement local. Mais c'est un plan qui est avant-gardiste. Nulle part il existe dans les pays arabes, vous savez. C'est véritablement un plan qui exprime une démocratisation extrêmement avancée par le Maroc et qui vont profiter aux habitants du Sud qui, dans la philosophie de Sa Majesté, devait être toujours comme étant une sorte de locomotive pour un développement global et intégré. Et c'est d'ailleurs la raison d'être, entre autres choses, du plan de développement qui a été décliné à partir de 2015 dans ces provinces du Sud. Ça, c'est le premier point. Maintenant, constatons le blocage, évidemment la rupture du cessez-le-feu. Il faut que cela soit respecté, ce cessez-le-feu.
Et c'est une invitation qui est adressée notamment aux milices polissariennes parce qu'il ne faut pas trop être, on va dire, conciliant par rapport à ces questions-là, qui mettent en péril la sécurité des Marocains d'ailleurs. Et on a dit la dernière fois que les attaques étaient des attaques terroristes, celles qui ont ciblé Smara. Troisièmement, aujourd'hui, tout le paradigme internationaliste est ordonné autour de l'effectivité et de la finalité de la norme. Vous savez, formellement parlant, on peut toujours faire ce qu'on appelle des incantations, pour parler comme Alain Pelé, un grand juriste international. Mais finalement, est-ce que ces questions-là profitent aux habitants, aux populations? Donc, ce que nous remarquons aujourd'hui, c'est une évolution positive d'une coutume, d'une pratique internationale qui prend forme, mais elle devrait être, à mon avis, mieux étayée juridiquement par des résolutions qui peuvent être prises d'abord par l'Assemblée générale, voire même par le Conseil économique et social, par même aussi une recommandation au niveau du Conseil des droits de l'homme, voire même par le Parlement européen, parce qu'il faut envisager cela dans une totalité institutionnelle, et par la suite le Conseil de sécurité, à ce moment-là, appréciera l'opportunité ou pas de considérer désormais, et là il faut assister peut-être à un changement de paradigme, si on va désormais considérer le plan marocain d'autonomie comme disaient les Français il y a longtemps, une bonne base pour parvenir, évidemment pour nous on dit souveraineté marocaine non négociable, totale, etc. Mais ça permettrait, moi la question que je me pose entre nous, c'est quel est l'avis des populations qui sont séquestrées? Est-ce qu'on sait très bien qu'est-ce qu'elles pensent de ce plan? C'est quand même assez curieux. Est-ce qu'elles savent de quoi s'agit-il? On ne sait pas combien elles sont ces populations, on ne sait pas ce qu'elles pensent, on ne sait pas comment elles vivent. La résolution, ils doivent faire le recensement de ces populations. C'est le brouillage. Ils ne veulent pas. Voilà. C'est ça. Ils refusent parce qu'une grande partie de ces populations, ce ne sont pas des gens qui viennent du Sahara. Une grande partie, c'est des gens qui viennent de la région. Ça a été dit par plusieurs rapports convergents, ça vient des gens qui viennent du Sud. Ils refusent le recensement. Et ça, parce qu'un recensement va montrer la réalité de ces camps. Et ça, je pense que l'Algérie a fait tout pour que cela n'arrive pas. Mais le Conseil de sécurité, au moins, elle doit se plier à la résolution du Conseil de sécurité. C'est clair. Pour finir, il nous reste 4 minutes. J'ai l'impression que l'Algérie est partie jusqu'au bout de ce qu'elle pouvait faire comme capacité de nuisance pour l'affaire de notre cause nationale. Et que, donc, cette semaine, après le discours de Sa Majesté à l'occasion du 49e anniversaire de la Marche verte, on rentrera juste après dans la 50e année de la glorieuse, je dis glorieuse, je le répète, Marche verte. Oui. Alors, il y a une sorte d'accélération de l'histoire. On en a parlé tout au long de cette émission. Accélération en Afrique, accélération en Europe, accélération à l'ONU avec notamment la France. Et puis, il y a le contexte international qui fait réagir un certain nombre de personnes. Est-ce qu'on peut considérer ça comme le frémissement qui ferait... En plus, il y a eu la phrase de Stéphane de Mistura sur les 6 mois, les tables rondes. Est-ce que cette 50e sera la bonne? J'espère. Ou presque, parce que... Ça devrait être la bonne. Parce qu'aujourd'hui, les populations... heureusement que les populations du Sahara marocain vivent, votent. Vous avez parlé tout à l'heure de la décentralisation, c'est-à-dire qui est très avancée. Le vote est une forme, de reconnaissance de la marocanité, de leur marocanité et de leur appartenance à ces provinces du Sud qui sont marocaines. Maintenant, de l'autre côté, je pense que le temps est arrivé pour que l'Algérie pense autrement. Parce que cette politique de l'ennemi, de Carl Schmitt qu'ils développent pour essayer de cacher leurs problèmes internes ne marche plus pour les Algériens. C'est du passé. Et les Algériens ont d'autres problèmes. Rappelons, ils ont arrêté le contrat du gazoduc. Ils ont fermé les frontières. Ils nous imposent du visa. Mais le Maroc marche et va en avant alors qu'eux, ils sont en train de ressasser une histoire ancienne qui les concerne, mais une histoire qui ne les concerne pas du tout. Parce que le Sahara et les Marocains, il restera marocain. L'Algérie regarde le Maroc et regarde le monde. Comment on peut finir donc Non mais franchement, ce qu'on veut, c'est d'abord rappeler que le Maroc a toujours été du côté des Algériens
dans la lutte pour l'indépendance. Il fait 30, ils ont déjà commencé à fêter de Emir Abdelkader. Absolument. On doit remonter à plus loin. Vous connaissez l'histoire. Évidemment, pourvu, Aziz, de se fier à de vrais historiens qui ne dénaturent pas la réalité, qui ne falsifient pas les faits. Ça nous a même créé des problèmes. Nos frontières ont été désarticulées à cause de la bataille d'Islim. À cause de la bataille d'Islim, ça nous a créé que des problèmes depuis presque 2 siècles. Et finalement, il faudrait qu'on sache ensemble que nos avenirs sont imbriqués, c'est-à-dire les intérêts sont tellement imbriqués. Il y a peut-être des malentendus historiques. C'est cela la sagesse même, Sa Majesté, quand il parle de la main tendue. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est le sort des populations qui sont séquestrées et ces questions humanitaires, évidemment, parce qu'elles sont exposées à la vulnérabilité, à des maladies, etc. Finalement, ce côté-là est très dérangeant. C'est une bombe à retardement. Et il faudrait œuvrer pour que le conflit cesse et permettre à ces gens-là de réintégrer la mère patrie et de contribuer au développement de leur pays. Merci à vous, Zakaria Bouddahab. Merci à vous aussi, Ali Harichi, pour vos commentaires sur cette résolution 2756. Merci à vous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.